Bienvenue à Game of Thrones Québec, le podcast sur Westeros pour ceux qui savent déjà comment ça va finir, mais qui veulent en parler quand même. Bonjour à tous, aujourd'hui on continue The Night of the Seven Kingdoms, l'histoire de Duncan Egg, première saison de Edge Knight, épisode 3. Quel bon épisode! Pour de vrai, je suis sûr que vous avez apprécié ça autant que moi. Les fans en général ont l'air d'avoir aimé beaucoup. Très grosse note, 9.2 sur IMDb si je me souviens bien. Egg est Aegon Targaryen, un gros punch de l'épisode, un grand reveal de la mi-saison. Un autre Aegon, comme Jon Snow, comme Aegon dans House of the Dragon, Aegon the Conqueror, comme le nom des Targaryens finalement. Aegon the Squire, d'abord, d'ailleurs, c'est le titre de l'épisode. C'est l'épisode de Egg. C'est dans cet épisode-là que Egg s'affirme, qui prend sa place dans le monde, dans l'univers de A Song of Ice and Fire. À ce moment-là, c'est Egg, sa façon de voir la chevalerie, puis les choix qu'il va faire qui vont changer le reste de sa vie, puis le reste de l'histoire du Edge Knight. Les indices, pour ceux qui savaient pas déjà où ça s'en allait, là, les indices sur la vraie identité de Egg étaient là quand même depuis le début. Là. Pour des fans qui savaient où ça s'en allait, c'était facile à voir. Pour quelqu'un qui écoutait ça naïvement, en sachant aucunement ce qui se passe, c'était un petit peu moins évident, là, probablement. Là. Dans le premier épisode, déjà, le fait que Egg ramasse pas le penny que Dunk lui lance, tu sais, normalement, un stable boy, un pauvre enfant orphelin, il se gênerait pas pour ramasser de l'argent qu'un chevalier lui lance. Le fait que Egg connaissait les lords, à chaque fois que Dunk les croisait, là, il connaissait, par exemple, le fait que le père du Kingsguard était le plus grand crabber de Westeros. Le fait que Egg parle bien aussi, là. Il dit pas Lord, il dit My Lord, comme Tywin le fait remarquer dans Game of Thrones. Egg se sauve aussi dans l'épisode 2 quand les Targaryens arrivent à Ashford. Il y avait beaucoup de petits indices qui nous laissaient deviner qu'est-ce qui se passait. Euh, bon, à savoir si les gens normalement ont remarqué ces indices-là, s'ils les ont pris en compte, bonne question. Moi, pour ma part, j'en parle après chaque épisode, j'en parle avec mon frère qui est pas un fan autant que moi, disons, mais qui connaît très bien la série, qui l'a écouté plusieurs fois Game of Thrones, House of the Dragon, très bonne mémoire, donc il connaît l'univers très bien. Il doutait justement qu'il se passait quelque chose avec ce petit gars-là, mais de là à deviner que c'était un Targaryen, c'était pas clair pour lui non plus. Je pense pas que c'était clair pour le grand public. Et c'est tant mieux, on voulait pas que ça soit trop facile à deviner, on voulait que ce soit un beau punch, puis je pense qu'ils ont bien réussi ça. L'épisode 3, comparé aux deux autres épisodes d'avant, ils ont pris un petit peu plus de liberté quand même avec plusieurs scènes. À vrai dire, si je me trompe pas, la majorité des scènes, des échanges avec les personnages sont pas dans le livre ou sont modifiés à tout de moins. Il y a plusieurs petits ajouts qui se font depuis le début et c'est très bien fait. Les petites modifications qu'ils font à date enrichissent beaucoup l'histoire. Rien à redire, ça approfondit les personnages, c'est pas mauvais du tout, là. J'aime la façon qu'ils font ça jusqu'à maintenant, là. Il y avait un petit bémol dans l'épisode 2, j'étais pas certain d'une façon qui avait modifié l'histoire, mais sinon, c'est quand même très bien, là. Ce qui rajoute vraiment au lore, c'est pour faire des mentions sur les Blackfire, finalement, là. Ça, déjà, en partant, c'est pas dans les livres dans l'univers au moment où George a écrit The Edge Knight. La rébellion des Blackfire, il l'avait pas encore pensé. Ça faisait pas encore partie de l'univers à ce moment-là. Donc c'est normal que ça soit pas mentionné. Maintenant que c'est dans le lore, cependant, c'est très important que ça soit établi parce que c'est quand même un pivot dans le monde de Westeros. C'est un événement très important, charnière, qui joue un rôle de premier plan sur ce qui explique la situation dans le monde de Westeros à ce moment-là et sur ce qui s'en vient aussi pour Duncan Egg et pour la série de novellas qui s'en vient ou les prochaines saisons de A Night of the Seven Kingdoms.
Première scène, Egg se réveille, le premier. Il est tout seul avec lui-même. Il décide de partir se promener. C'est assez dangereux pour Egg de se promener tout seul là, quand on regarde ça finalement en sachant tout. Il n'est pas conscient de ça peut-être, ou peut-être qu'il se dit que ça dérange pas grand-chose. Puis de toute façon, c'est sûr qu'à ce moment-là, avec un tournoi, toutes les knights qui sont là, tous les lords, les bandits doivent se tenir loin, là. Mais bon, bref. Egg part toute seule avec le cheval. Il s'en va se pratiquer. Il s'en va pratiquer sa job de squire, se pratiquer pour le tournoi. Il s'est rendu compte dans l'épisode précédent il y a un vrai travail à faire, là. Il faut qu'il soit efficace. Le résultat de la joute de Dunk dépend de Egg d'une certaine façon, là. Voilà, oui, Egg se pratique, mais en même temps, on a une scène où est-ce qu'on voit que Egg, en fond, c'est un petit gars, tu sais, c'est un kid. On voit un kid être un kid. Même ce qu'on voyait pas dans les autres saisons, les autres séries, tant que ça, là, dans Game of Thrones, la seule scène qu'on voit un enfant être un enfant vraiment, c'est dans l'épisode 1 à Winterfell, quand on voit Arya jouer un tour à Bran en lançant une flèche à sa place puis en pognant le bullseye alors que Bran n'est pas capable de le faire, tu sais. C'est pas mal la seule scène qu'on voit toute la famille des Stark être heureux à Winterfell, justement, là. C'est le seul moment où est-ce qu'on voit des enfants pouvoir être des enfants plutôt que juste être des joueurs malgré eux dans le Game of Thrones, tu sais. Greg, pendant qu'il se pratique, il rencontre Sir Robin Risling. C'est un personnage qui est juste mentionné, disons, rapidement dans le livre, là. Il affronte Longthorn Tyrell, excusez, et il perd. Sinon, il croise pas Egg ou Dunk vraiment, tu sais. Dans la scène, dans l'épisode 3 qu'on vient de voir, Sir Robin accuse Egg d'être un voleur un petit peu, tu sais. Il dit on va te juger justement. Puis par hasard, toute l'histoire du novella de Edge Knight, c'est justement l'histoire d'un jugement, tu sais. Il se considère lui-même comme étant un vessel, dans le fond, un messager, tu sais, un messager pour le Warrior, probablement le dieu des Seven, qui serait le dieu de la guerre. La raison pour laquelle il est considéré comme étant un fou, dans le fond, c'est parce que dans un combat, il a perdu un œil déjà, et dans une autre joute, il perd son casque, puis il décide quand même de continuer de continuer le combat, malgré le fait que c'est assez dangereux de perdre son deuxième œil, finalement, là. À cause de ça, il a une réputation de Mad Knight. Quand Egg retourne au camp, Dunk est réveillé. Dunk, il est fâché. T'sais, il est déçu, on dirait, que Egg est parti avec le cheval sans lui dire, sans le réveiller. Le cheval pour Dunk, c'est son cheval de tournoi, dans le fond, là. Je me souviens plus du nom, mais en gros, c'est tout ce qu'il a, là, tu sais, son avenir de chevalier dans ce tournoi-là, son avenir dans sa vie en général repose sur ce cheval-là. Tu sais, s'il n'y a pas le cheval, il n'y a plus rien. Si Dunk disparaît, pas Dunk, si Egg disparaît avec le cheval, donc il est pas capable de continuer son projet de vie, disons, tu sais. Mais donc, il se reconnaît dans Egg, fait qu'il est pas capable de rester fâché après lui très longtemps, là. La scène continue, c'est quand même cute, là. Il montre comment coudre, il montre ça fait à peine 2 jours qu'ils se connaissent, puis déjà, Egg, on a l'impression qu'il est très à l'aise avec Dunk, là. Euh, Probablement plus qu'il l'est avec ses frères ou qu'il l'a jamais été avec son père. Il lui parle de la puberté, là. Il y a une belle petite phrase quand même comique. Sir, is it odd that I have black hair growing out of my stones? It's odd that you're telling me. C'est clairement la réaction de Egg après la réponse de Dunk qui est le plus drôle d'ailleurs, là, qui en même temps est un petit peu triste parce que Egg n'a personne d'autre dans sa vie, on dirait, avec qui il aurait pu parler de ça. Personne avec qui il aurait été à l'aise. Tu sais, c'est pas avec ses frères qu'il aurait eu les conseils qu'il a besoin, puis probablement pas avec son père non plus. Dunk est très motivé, là. Lui, dans sa tête, c'est le début du tournoi qui commence de son côté. Egg le ramène un peu les pieds sur terre en lui expliquant comment ça fonctionne, là. Ce qui est un autre indice d'ailleurs, là, pourquoi un orphelin stable boy du fin fond de la campagne saurait les règlements d'un tournoi. Ça, c'est pas très clair, là, mais en gros, Egg, il sait comment ça marche. Egg, il aide Dunk
comme il peut, tu sais, avec son bagage, avec l'éducation qu'il a eue. Il lui explique finalement que c'est juste les knights euh, de renom ou alors les lords qui ont le droit au début d'aller challenger les champions. Tu sais, c'est pas n'importe quel Head Knight qui peut se rendre là tout de suite. Faut qu'il attende son tour un peu plus tard dans le tournoi. Juste avant ça, on a une scène quand même assez extraordinaire, assez intéressante, qui est tout à fait anodine quand on y pense pas, mais quand on écoute bien les paroles de la chanson de Egg, c'est très, très, très riche, là. En gros, Egg, il fait sa petite chanson qu'il a appris, on sait pas trop où, mais dans le fond, qui raconte un petit peu la première rébellion des Blackfire, là. Damon the Bastard, Damon Blackfire, The Hammer, qui est son oncle Baylor, des Anvil, qui se trouve à être son père Maekar, le Dornish Spearman, qui est la référence, dans le fond, à la nouvelle alliance avec Dorn, qui a aidé dans la bataille. La femme du Good King Daeron, qui est le grand-père de Egg, finalement, vient de Dorn, comme on se disait dans le premier épisode, d'où les cheveux foncés. La chanson parle de l'histoire de l'arbre généalogique des Targaryens. C'est amené de façon comique, mais c'est tellement riche en infos, là. Question droit d'auteur, on n'a pas le droit de présenter, je pense, la version complète sur YouTube. Il va y avoir les sous-titres, là, vous pouvez voir, le son sera pas fort. Prince Baelor was the firstborn, Prince Maker sprang out last. Damon was the bastard, so they kicked us bastard. Grass is green in summer, green grass I adore. But grass is red all over, when you kill a rebel, horses die in battle. This battle was the front. Blackfyre's not a trueborn, he came from the wrong country, was in peril. The anvil was a rock. The hammer smashed the bastard with his giant veiny host of Dornish spearmen. Donc, finalement, s'en va au marché, l'espèce de market autour du tournoi de Ashford, là, autour du campement. Il s'en va s'acheter un dîner. Il s'en va voir un petit marchand, un Tyroshi. On a une belle petite scène quand même, le fun, là, parce qu'on voit que les deux, ils ont de la misère à se comprendre. C'est de quoi qu'on n'avait pas vraiment dans les autres séries. On dirait que la barrière de la langue était jamais vraiment là. Ils ont décidé de la mettre à ce moment-là. Bon, pourquoi, Dieu sait. C'est quand même comique. Donc, euh, mime une poule qui accouche, ben, ou qui pond un œuf finalement parce qu'il veut pas manger la poule, il veut pas manger la gousse, il veut juste l'œuf. Et justement, comme de fait, cocasse, Damsel Total passe par là à ce moment-là, voit Dunk en train d'imiter la loi qui pond un œuf. Et après de se rendre compte que Damsel est là, d'avoir rien d'autre à lui demander que Do you like goose eggs? De retour au camp, ils se font un petit dîner, un autre belle petite scène là, où est-ce que Egg finalement apprend probablement à cuisiner avec Dunk. Il a pas dû avoir la chance de le faire dans la Red Keep ou à Summer Hall, là. Il devait avoir des serviteurs qui faisaient tout le temps ça pour lui. C'est un beau gros sandwich qu'ils mangent là. Ils ont l'air tranquilles, ils ont l'air bien, ils font la belle vie. Un beau lunch, un beau dîner avant d'aller voir le show. Et la scène après, c'est le début du tournoi. Et c'est tellement intense, là, en 5 secondes, on voit les deux chevaliers qui se foncent dedans à une vitesse incroyable. C'est la bataille des Humphrey qu'on comprend, avoir les sigils des chevaliers qui sont là. Humphrey Harding contre Humphrey Beesbury. C'est décrit comme une bataille épique dans le livre. Ils brisent 12 lances ensemble, un contre l'autre. Humphrey Harding aurait battu 14 autres chevaliers dans la première journée, là. Donc, il est vraiment très, très bon. D'ailleurs, c'est pas officiel dans la série, ce l'est pas dans le livre non plus, mais ça laisse croire que Arion a décidé d'affronter Humphrey à ce moment-là parce qu'il a vu qu'il était un adversaire potentiellement redoutable. Arion, c'est comme s'il était pas là pour euh, non seulement il est pas là pour faire du PR, pour montrer une belle image des Targaryens, il est pas là pour gagner non plus, il est là parce qu'il veut montrer que les Targaryens sont supérieurs. Donc, en faisant tomber, même en se disqualifiant, en faisant tomber, en battant un adversaire potentiellement dangereux, peut-être il permet à Valar de gagner un peu plus tard, tu sais. D'ailleurs, Valar, c'est une autre chose qu'on sait pas, là.
Alors, on n'a pas beaucoup d'infos sur lui. Est-ce qu'il était de mèche avec Arion à ce moment-là? Tu sais, c'est une théorie qu'on peut avoir, mais qu'on n'aura pas de réponse tout de suite, probablement. Bref, de retour avec nos deux héros. Il y a des on voit qu'il y a vraiment une belle complicité qui s'est développée entre les deux, là. Euh, Ils en sont rendus à Egg imiter Dunk et ses goûts culinaires peu raffinés pour le hard salt beef. Et donc d'essayer de ridiculiser Egg parce qu'il aime les raisins puis la nourriture fancy puis qu'il aime pas la bière. Ça parle justement un autre indice qui montre que Egg n'est pas un petit stable boy habitué de manger du ragoût 7 soirs par semaine, là. Il est habitué à une diversité culinaire plus que Dunk. Dunk ne se rend pas compte de l'indice qui s'ajoute à la longue liste d'indices, évidemment. Mais ça reste un petit clin d'œil, le fun, là, pour les fans de A Song of Ice and Fire. On voit que l'auteur, R.R. Martin, aime beaucoup la nourriture, tout ce qui tourne autour, la description de nourriture, puis tout ce qui a rapport à ça, là. Egg aime pas la bière. Il aime pas boire. Bon, on va dire que c'est un enfant de 10 ans. Ça peut être considéré normal qu'un enfant de 10 ans aime pas la bière. Mais en même temps, probablement qu'à force de voir son grand frère toujours sous, toujours pacté. Ça doit y enlever le goût lui-même de boire à son tour, là, tu sais. Dans la journée, il faut comprendre qu'il y a une pause au tournoi un moment donné, j'imagine, parce que là, il se retrouve sur une petite colline tranquille à discuter. Une autre bonne scène d'ailleurs, pas très longue, mais où ils se disent beaucoup de choses quand même intéressantes, tu sais. Les deux sont en train comme de rêvasser, on va dire, ils pensent à l'avenir. D'une certaine façon, Egg s'imagine grandir et vieillir en devenant un Edge Knight, là. Euh, il s'imagine travailler pour un lord qui finalement lui donnerait un petit lopin de terre sur lequel il pourrait avoir une ferme, s'occuper des animaux, puis marier la deuxième plus belle fille du lord qui l'aurait aidé, tu sais. Puis c'est comique. Donc lui demande pourquoi la deuxième plus belle? Il dit ben tu vas déjà avoir marié la plus belle, non? Dong aime bien, je pense, le rêve de Egg. Lui aussi, il déteste pas l'idée de s'installer sur un petit lopin de terre puis de mener une petite vie tranquille. Pour Dunk, ça serait un gros step-up, là, tu sais, passer de Edge Knight, de vagabond finalement, là, quand on se dit les vraies choses, là, passer d'un orphelin dans Flea Bottom à devenir un petit lord qui tient une petite seigneurie tranquille à quelque part, puis qui se marie, c'est quand même un bel avancement dans la vie, là. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que Egg s'imagine la même vie. Pour lui, cependant, ça serait un gros step down, là. Tu sais, lui, c'est un prince, c'est un Targaryen. Lui, s'installer sur un petit lopin de terre puis mener une vie tranquille, techniquement, c'est pas hors de sa portée, là. C'est juste qu'on s'imagine que il s'imagine qu'il aimerait mieux le mériter. Il aimerait mieux avoir fait de quoi qui mérite finalement de, de vivre de tes exploits, de vivre de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a réussi à construire en tranquillité, tu sais. Plutôt que juste l'imposer à quelqu'un puis voler la terre d'un lord qui est déjà là pour s'y installer à sa place. Donc, il fait un beau compliment à Egg en lui disant que c'est fiable, dans le fond, qu'il travaille bien, tu sais. Ce que Egg apprécie beaucoup, de toute évidence, là, il a pas dû recevoir de compliments, d'encouragement ou d'approbation tant que ça de sa famille en grandissant. À ce moment-là, on le voit dans sa face qu'il est vraiment content que Dunk apprécie son travail, apprécie sa compagnie, l'apprécie finalement pour qu'est-ce qui est, tu sais, pour qu'est-ce qui lui emmène. C'est à ce moment-là que Craig demande à Dunk s'il peut rester avec lui, tu sais, après le tournoi. Si Dunk accepterait de vraiment le prendre comme écuyer officiellement, tu sais. Donc, il est hésitant quand même, là. C'est compréhensible. Dunk est dans une situation, comme on s'est parlé, quand même précaire. Il sait pas s'il va gagner. Il se demande qu'est-ce qui va arriver de lui s'il perd. Il n'y a pas grand-chose devant lui de prometteur si ça arrive, là. En même temps, il doit aussi probablement se demander
si c'est moral de prendre Egg comme écuyer, si lui il est vraiment apte à lui enseigner la chevalerie, alors que lui-même sait au fond de lui qu'il n'est pas un chevalier, tu sais. Il n'a pas été nommé chevalier. Ben, dans la série, à tout le moins. Dans la scène qui suit, euh, Dunk est pris à part par l'officier Plummer qu'on a vu dans l'épisode 1, qui s'occupait de la gestion, on va dire, qui s'occupait de la logistique autour du tournoi. Il l'emmène dans un petit coin reculé dans la forêt, ce à quoi Dunk se demande qu'est-ce que tu me veux, pourquoi tu m'emmènes ici loin de tout, tu sais. L'officier lui explique que le Lord de Ashford s'est endetté, qu'il a perdu de l'argent, que finalement sont un peu dans le trou, tu sais. L'organisation du tournoi leur a coûté cher. Euh, Finalement, il est en train d'organiser une petite arnaque, tu sais, une petite crosse pour se refaire. Il demande à Dunk de truquer le combat, tu sais, mais de gagner quand même, finalement. Ce qu'ils veulent, ils demandent à Dunk d'aller challenger euh, le combattant de Ashford qui est encore là, qui est bon d'ailleurs, là, qui s'est bien battu jusqu'à maintenant. Donc, les gens de la place ont probablement l'intention de parier sur lui, tu sais, vu qu'il s'en est bien tiré jusqu'à ce moment-là. Donc, contrairement à lui, il n'y a pas de nom, personne ne le connaît, donc les gens n'auraient pas tendance à parier pour lui, ce qui fait que sa cote serait vraiment bonne si finalement il gagnait, tu sais. Euh, c'est un bon move pour Dunk, tu sais. Ça serait quand même un move, un streetwise, là, ça serait smart, là, tu sais. Ça serait intelligent de sa part de faire ça, mais ça serait quand même immoral, tu sais. Ça provoque Dunk pour qu'est-ce qui est, tu sais. Il questionne sa valeur à ce moment-là. Il questionne les valeurs que Sir Arlan lui a appris. Il se dit, c'est pas vraiment quelque chose qu'un knight ferait normalement, truquer un combat. Quoique, on se doute bien que les Plumbers puis les petits lords de Ashford sont probablement pas les premiers à truquer un combat dans l'univers de Westeros, là. Mais Dunk qui est pas au courant de ça, il est très naïf, il comprend pas que quelque chose dans le genre se ferait, là, que des chevaliers seraient pas honorables au point de truquer un combat pour arnaquer des petits gens, tu sais. Euh, Dans la scène, on voit que Plummer, il a l'air quand même de se sentir mal, d'être obligé de demander ça à Dunk. Il place Dunk dans une situation un peu compliquée, un peu plate, là. Plummer il a compris dans l'épisode 1 que Dunk c'est un grand enfant, tu sais. Il n'y a pas de malice. Il sait que Dunk, il va avoir de la misère à dire non, même si son honneur lui dirait de dire non, parce que finalement, il a pas le recul, la sagesse puis la grandeur, on va dire complètement, j'ai l'impression. Il sait aussi que c'est shitty de demander ça à Dunk parce que d'une certaine façon, l'officier, il a pas le choix d'aller le demander, puis il sait que Dunk aura probablement pas le choix non plus de l'accepter. Je sais pas à quel point Dunk il réalise comment sa situation est précaire, là, mais tu sais, lui dire tu dors en dessous d'un arbre, tu sais, ça serait mieux que tu aies une tente. Ça laisse sous-entendre aussi qu'ils savent où est-ce que Dunk il dort, tu sais, la nuit. C'est pas si compliqué que ça pour un petit lord d'un bled comme ça d'envoyer une personne ou deux pendant la nuit pour tuer Dunk, si Dunk refuserait. À quel point il se permettrait de laisser Dunk répandre cette histoire-là si jamais il refusait. Ça serait quand même problématique, puis ça mettrait en jeu l'honneur de la famille, que eux ils essayent d'améliorer en organisant le tournoi. Donc, il dit pas oui, il dit pas non. Et justement, la scène tout de suite après, ben, on voit exactement qu'est-ce que c'est un knight qui a aucun honneur. C'est le combat entre Aerion Targaryen et Sir Humphrey Harding. Dans le livre, à ce moment-là, Sir Humphrey Harding, il a vraiment une bonne réputation de tourney knight, là. Il a déjà battu, rendu là dans le tournoi, il a déjà battu un Lord Tully, un Mallister, un Beesbury, qui est la scène qu'on a vue un petit peu plus tôt d'ailleurs, là. Arion est considéré bon, mais pas outre mesure non plus, là. Il est classé moins bon que Valar, qui est le fils de Baelor. D'ailleurs, Baelor il est un peu stressé, on le voit, de voir Arion
arriver et challenger l'autre concurrent, là. Baylor, il est au courant, il sait très bien que Arion, c'est une marde, dans le fond, là. Euh, Surtout d'ailleurs quand son père est pas là. Arion, quand son père Mécor est là, il se garde un peu une petite gêne, on dirait, là. Il est un petit peu finalement comme Joffrey, tu sais. Joffrey, dans Game of Thrones, quand Robert était là, dans la saison 1, il se gardait une petite gêne, là, tu sais. Il avait peur de son père, on voit. Fait qu'il était pas le sadique vicieux qu'on voit après que Robert meurt, ou même quand il est tout seul avec d'autres personnes, tu sais. Aerion, de la même façon, un petit peu comme Joffrey, dans le sens que c'est un maniaque, là. On voit qu'il est tombé du mauvais bord des Targaryens quand on lance, quand on flippe le coin, là, il y en a un sur deux qui est fou ou complètement problématique, et pour sa famille, et pour le peuple en général, et pour tout le monde, au bout du compte. Donc, Baylor est stressé. Il sait qu'en quelques minutes, voire quelques secondes, Arion est capable de complètement détruire tout l'exercice de PR que Maekar et lui essayent de construire, que leur père, dans le fond, le roi, les a envoyés faire à Ashford auprès du peuple, auprès des autres lords de Westeros. Eux sont là pour faire bien paraître les Targaryens, pour montrer qu'ils sont impliquer la communauté, on va dire, pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont bons, qu'ils sont comme les autres, pour faire bonne figure. Arion, en quelques secondes, va complètement détruire ça. Mais Car, s'il aurait été là, ça aurait été probablement différent. Là, on remarque rapidement qu'il est absent. Il y a une chaise vide faite exprès juste à côté de Baylor. Maker, comme c'est dit un petit peu plus tard par Fossoway, si je me trompe pas, Raymond Fossoway, Maker est parti chercher ses deux fils qui manquent, soit le plus vieux et le plus jeune. Ce qui devait arriver arrive. Euh, Arion, il a vu l'opportunité, il avait l'intention de faire ça depuis le début. Ça il fait plaisir de faire ça, ou il y avait un plan en arrière de ça, c'est pas très clair, mais la façon que le personnage est décrit dans le livre, il a vraiment pas besoin de prétexte ou de plan pour agir comme un psychopathe, là. Donc, il en a profité, il a tué le cheval, il a fait tomber l'autre, ça lui a cassé une jambe. Et comme de fait, le monde sont vraiment, vraiment pas contents, là. C'est un move qui est pas honorable, qui est même interdit, si je me trompe pas, là. Euh, on est supposé tuer la monture de l'autre. D'ailleurs, dans le livre, le peuple le prend pas comme ça, là. Je me souviens pas qu'il y a une mention particulière sur la façon qu'ils réagissent. Mais là, on voit qu'il y a carrément une émeute qui commence à ce moment-là. Les gardes, les Kingsguard sont obligés de sortir. Les gardes de Ashford sont là aussi. Baylor, à ce moment-là, il a pas l'air surpris de la situation. Il a juste l'air en tabarnak, là. Il a juste l'air à se dire, j'avais raison, je savais que ça allait arriver. J'aurais jamais dû permettre qu'ils se battent, j'aurais jamais dû permettre ça, mais en même temps, pas, il est pas nécessairement capable de contrôler le fils de son frère, puis son frère, on dirait qu'il veut pas voir la réalité sur ses enfants. Petite mention spéciale sur cette scène-là, sur le dénouement de cette scène-là, qui est quand même à noter, je trouve, là. La musique que les runners du show ont décidé de mettre, c'est vraiment un drôle de choix, je trouve. Ça jure, disons, carrément avec Game of Thrones ou House of the Dragon. T'aurais jamais vu ça dans une de ces séries-là, tu sais. Cependant, je suis vraiment pas en désaccord avec le choix. Je trouve que ça fitait vraiment bien. Ça change le ton. C'est parfait. Egg demande de quitter le tournoi. Dunk accepte parce qu'il pense que Egg il est apeuré par la vue du sang, du cheval qui est blessé, le cheval qui crie, le cheval qui doit être achevé finalement directement sur le terrain. Euh, donc, il a complètement tort finalement, là. Egg, c'est vraiment pas ça qui le dérangeait, là. Egg, il est juste en crise parce qu'il connaît son frère. Il sait comment il est. Il sait qu'il a fait exprès. Il sait que c'est vraiment une marde, mais au point qu'on le comprend pas encore, là. Dans les livres, c'est expliqué.
Si je vois qu'à la fin de la série, ils en ont pas parlé, je vais revenir avec ça, parce qu'il y a pas d'intérêt de le répéter une deuxième fois, là. Mais finalement, c'est vraiment pas une bonne personne, là, son frère, là. C'est vraiment que le début, que le commencement à cet épisode-là. Et cette scène-là en particulier, là, comme l'épisode se termine, on voit il est encore pire que qu'est-ce qu'on pense. Was a special ash for bereft thumb. Lost a digit and in front now feeling awfully clam. Alice with three fingers, a copper in a glass. And two fingers less than push you shut on your eyes. Quoi dire de plus pour de vrai? Je pense que tout est dit, là. On a parlé de Alice Treefinger. Je pense que le reste est assez clair. Une excellente scène, encore une fois, là. On s'entend que ça a l'air d'être un party assez le fun. Moi, personnellement, l'ajoute, oui, ça doit être impressionnant. Ils se foncent dedans. De temps en temps, t'en as un qui tombe, puis ça a l'air d'être quand même assez spectaculaire. Mais l'ambiance de party dans cette tente-là a l'air quand même assez exceptionnelle aussi, disons. On voit Dondarrion, Lionel Baratheon, les deux qu'on a vus dans la série jusqu'à date. La chanson est un petit peu intense, là. C'est grivois, disons. Alice Treefinger qui fait des trucs louches avec ses fameux doigts. Et Egg qui est curieux du vrai nom de Alice. Ça, c'est quand même assez savoureux. Egg, finalement, qui écoute cette chanson-là, puis qui va un petit peu plus loin que juste les paroles. Je vais le quoter, là, ce qui est quand même bon. That means there was a crippled girl who was so good at pleasuring men in their bums that they saw fit to celebrate her in a song, and yet they could not bother credit her true name. Egg est pas un petit gars comme les autres qui ferait juste trouver ça drôle d'entendre cette chanson-là criée par des hommes à tue-tête dans un bar, sur repeat d'ailleurs, là. Probablement que c'était pas la première fois qu'il chantait cette chanson-là, puisque la scène se termine et que Dunk et Egg sortent de la tente, on les entend recommencer à chanter la même chanson, là. Egg cherche un côté philosophique, un sous-texte à la chanson. Il se questionne sur ce qui fait en sorte que le monde chante sur la vie de cette madame-là après sa mort. Se demande sûrement ce que lui pourrait faire pour qu'on chante son histoire à lui-même, dans le fond. C'est une petite scène qui peut sembler banale, mais qui est tellement plus riche que ça quand on creuse un peu, qui est tellement plus le fun, tu sais. Egg, on voit qu'il est pas un petit garçon simple. Donc, lui, il se pose pas cette question-là, tu sais. Mais Dunk, par exemple, il est très à l'aise, il est très willing de continuer à parler avec Egg sur ses questionnements, ou à tout de moins, au moins de l'écouter, tu sais. En sortant de la tente, Dunk et Egg ont une discussion sur leur père respectif. C'est assez bref du point de vue des deux, mais il y a quand même plusieurs choses qui se disent, là. Le père de Egg, Dunk pense que Egg finalement est un orphelin, là. Euh, Egg, il dit que son père, il le connaît pas vraiment, tu sais. Son père, c'est Maekar, ce qui est probablement pas un mensonge d'une certaine façon. Egg fait attention pour pas mentir pleinement, disons, à Dunk quand il pose des questions. Tu sais. Il lui demandait d'où il venait, il a dit King's Landing. Il dit ah ouais, Flea Bottom, moi aussi. Mm. Egg a pas dit je viens de Flea Bottom, il a pas dit je viens pas de Flea Bottom. Il a juste omis de continuer pour pas se mouiller, tu sais. En disant qu'il connaît pas son père vraiment. Comme je dis, c'est probablement pas un mensonge. En tant que quatrième fils, il doit pas passer de temps tant que ça avec son père, disons. Ça doit pas être un bon père, là, on va pas se conter d'histoire, là. C'est un thème assez récurrent dans l'univers de A Song of Ice and Fire que les parents, les Highborn, sont pas des bons parents vraiment, tu sais. Oui, ils sont riches, oui, ils apportent de la richesse, ils apportent de la sécurité, ils apportent des privilèges à leurs enfants, mais ils sont absents. On dirait qu'il n'y a pas de transmission de bonnes valeurs. Il y a pas ils s'occupent pas d'eux tant que ça, là. Ils les éduquent pas eux-mêmes. Ils s'en remettent à quelqu'un d'autre. Sont souvent absents, sont souvent partis. Ils s'en vont faire d'autres choses. Mais Car, il met de la pression sur ses deux plus vieux, Daron et Aaron. On dirait qu'il a abandonné avec le troisième quand il a compris qu'il était plus intellectuel puis qu'il s'intéressait pas à jouer aux soldats. Fait que, il a laissé
Aemon devenir Maester, partir à Old Town pour étudier. Egg, lui, le quatrième, il est juste, on dirait, laissé à lui-même. C'est un petit peu triste pour Egg. Donc, lui, autre histoire. Donc, pense que son père était un criminel. Il se souvient l'avoir vu pendu. Ça, c'est pas clair, là. Il pense l'avoir vu pendu. Si c'est pas trop c'est qui son père, peut-être qu'il a juste vu un grand bonhomme être pendu. Mais bon, ça, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Il raconte un peu que dans le pot shop où est-ce qu'il travaillait, euh, dans le fond, il travaillait pas là, c'est pas vrai. Dans le fond, dans le pot shop, où est-ce qu'il allait manger? Parce qu'à Flea Bottom, Arya en parle dans son chapitre Point of View, son dernier du livre de Game of Thrones, le premier roman. Euh, Arya en parle que dans Flea Bottom, quand t'es pauvre, il y a des pot shops. Ça, c'est comme une espèce de restaurant, si on veut, entre guillemets, là, dans lequel il y a une espèce de gros chaudron énorme, dans lequel le cuisinier rajoute toujours de la nourriture. Il rajoute toujours de la viande, il rajoute des légumes, il rajoute de l'eau. Fait qu'il y a un bouillon qui est déjà là, il rajoute des épices. Puis ce chaudron-là, toujours en train de bouillir, il vend, on va dire, un bol pour, bon, il n'y a pas de prix, là, mais on va dire un penny. Il vend ça, un bol pas cher à tout le monde. Tout le monde peut aller en chercher, puis le monde, ils savent que c'est mieux de pas demander qu'est-ce qu'il y a dedans parce que tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans. Il rajoute plein d'affaires, il rajoute plein de trucs. Il y a même si je me souviens bien, Tyrion, dans un des chapitres, raconte qu'il y a un humain qui se ramasse là-dedans, tu sais, fait que il y a de l'humain, il y a du rat, il y a du pigeon. Arya, d'ailleurs, capture des pigeons, elle les amène là-bas, puis il l'échange contre un bol de soupe, finalement, tu sais, ou quelque chose dans le genre. Fait que finalement, on comprend que donc, il se nourrissait là-bas, puis que le cuisinier là-bas lui aurait dit que son père était un criminel, tu sais. Euh, un voleur, c'est pas clair, on n'est pas trop au courant. Il se demande lui-même si son père est parti au Wall, tu sais, s'il n'a pas été envoyé dans le Nord, parce qu'il a entendu dire que c'est ça qu'on faisait avec les criminels des fois, tu sais. En disant ça, ce qui est le fun, c'est que ça laisse une porte ouverte à un futur épisode de Duncan Egg, un futur novella, dans lequel il trouverait son père au Wall, peut-être, au nord. À Winterfell, d'ailleurs, il y a une théorie dans le fandom qui dit que Dunk, il y a une aventure éventuellement avec Old Nan, qui est la nounou des Stark. Tu sais, quand Bran il est alité pendant des jours et des jours, des semaines, parce qu'il s'est fait lancer en bas de la tour, il est toujours avec Old Nan qui parle avec lui, puis on comprend que Old Nan, c'est la mère de Hodor. Fait que la théorie veut que Dunk, donc, serait le père de Hodor. Prochaine scène, la plus intéressante d'après moi, la scène de la voyante. Il y a une prophétie qui se fait sur Egg et vraiment, c'est wow! On s'attendait pas à ça, personne, là. C'est quand même assez extraordinaire, là. Dans le fond, la voyance, comme une diseuse de bonne aventure. En gros, elle a raison sur plusieurs points de qu'est-ce qu'elle va dire, là. Elle aurait des pouvoirs. C'est-tu une rêveuse, une bâtarde targaryenne? Ferait des rêves ou elle aurait des visions. Ben non, elle serait comme Maggie the Frog, qui fait la prophétie sur Cersei. Ou alors comme Alice River, c'est pas très clair, là. Elle a la vision juste, en tout cas, sur une partie pour ce qu'on en sait. Euh, Déjà, elle dit à Dunk, ben, tu vas avoir un great success, ce qui est vrai, parce que techniquement, Dunk, on sait qu'il finit assez bien, là. Il finit au top de ce qu'un chevalier peut espérer, donc qu'est-ce que tu veux de plus que ça? On lui dit, tu vas être richer than a Lannister. Bon, riche. Bon, ça c'est intriguant, hein. Comment Dunk va finir riche? Est-ce qu'il va devenir vraiment riche? Ça, c'est pas clair. On sait pas vraiment. On lui manque des grosses portions de leur vie, là. Est-ce qu'il va être riche en amis, riche en honneur, riche de renom? Probablement oui à tout ça, là. Le meilleur exemple de ça, c'est que dire Dunk est plus riche qu'un Lannister parce que lui, il a 4 pages dans le livre des Kingsguard. Puis Jamie Lannister, il a une demi-page. Donc, Dunk est plus riche en renom. Sa réputation est beaucoup plus riche, beaucoup plus grandiose que celle de Jamie.
Donc, en tant que Ed Knight, bon, il s'imagine pas, je pense, vite de même devenir riche si vite que ça. Puis il s'imagine pas non plus devenir un Great Knight puis avoir beaucoup de succès. Tu sais. Fait qu'il est comme, ah, ok, c'est bon, parfait, merci. Prends ça pour ce que ça vaut, c'est-à-dire une diseuse de bonne aventure de camp, de tournoi. Tu sais. C'est comme, elle serait dans un parc d'attractions puis il prendrait ça de la même façon. Là. Tout de suite après, par contre, il dit, OK, peux-tu faire le petit gars maintenant? La voyante se tourne vers Egg. Elle le regarde, puis Egg, il a l'air tout content. Il a l'air d'avoir hâte de savoir ce que l'avenir lui réserve, tu sais. Déjà, ça commence fort. Elle dit, tu vas être roi. Bon, déjà là, nous, on sait que c'est vrai, c'est ça qui va arriver, tu sais. Egg est comme, ah bon, OK, je vais devenir roi. Là, à ce moment-là, Egg, déjà, doit se dire une question. Il doit se dire, pourquoi elle me dit ça à moi, tu sais? Oui, je suis unlikely de devenir roi, mais en même temps, je suis 10e sur la liste. Il n'y a pas beaucoup de chances que je le devienne, mais il y en a quand même beaucoup plus qu'un stable boy normal ou un petit squire nowhere qu'elle croiserait à cet événement-là, tu sais. Le fait qu'elle dise en partant, tu vas être roi, Egg a dû rester surpris, tu sais. Il a dû être saisi. Elle dit après, tu vas mourir dans un grand feu et tous ceux que tu connais vont se réjouir de ta mort. Et c'est là que ça devient très intéressant. Bon, donc, trouve ça très drôle. Il dismiss la voyante parce que lui, bon, Egg, roi, bon, impossible. Autant que moi, riche comme un Lannister, tu sais. Egg, par contre, il est tétanisé. Lui, il est choqué, vraiment, là, ça l'a frappé. Pour lui, c'est peut-être vrai, ça, là, tu sais. Pour les Targaryens, les visions, ça existe, c'est potentiel, tu sais, ça se peut, c'est crédible, là. De génération en génération, il y a toujours des dreamers, ils ont des visions, ils ont des rêves qui finissent par arriver, tu sais. Fait que eux, ils savent que tout ça, là, tout ce qu'ils viennent d'entendre, lui, pour lui, c'est comme, OK, euh, ça se peut que ça, c'est ça qui arrive, tu sais. Puis c'est pas une vision, c'est pas un avenir qu'on envisage avec beaucoup de bonheur, déjà. Se dire, oui, tu vas être roi, c'est le fun. S'il devient roi, par contre, ça veut dire que les 9 autres avant lui, la ligne de succession, sont toutes morts déjà, ce qui est pas, l'idéal, là, c'est tout le monde de ta famille, tu sais, donc tu vas être passablement affaibli en tant que Targaryen. Puis aussi, le fait que tu meurs et que tout le monde que tu connais sont contents, ben déjà, ça veut dire que tu as un avenir un peu douteux devant toi, tu sais. La prochaine scène, déjà, on peut dire que Raymond Fossoway aime vraiment pas les Targaryens, là, tu sais. Il les haït solides. Donc, il est quand même surpris dans la conversation, là. C'est drôle parce qu'on dirait qu'il s'attendait pas du tout à entendre ça, là. Pour lui, un prince, c'est honorable, c'est noble, c'est beau. Quand il partage avec lui le fait que son squire pense que Arion a fait exprès de tuer le cheval, Raymond, lui, il est pas surpris du tout, là. Lui, il est comme, non, 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 c'est clair qu'ils ont fait exprès, là. Premièrement, c'est des ordures. Il commence sa critique, disons, en disant que c'est des tyrans. Bon, historiquement, ils n'ont pas tous été tyrans, mais il y en a quand même eu beaucoup. Tu sais. Disons que depuis la conquête des Targaryens, il y a eu beaucoup de morts. Tu sais. Déjà avec la guerre civile des Blackfyre, qui a eu lieu une décennie avant. Avant ça, la guerre civile de Dance of the Dragon, qui a eu lieu une centaine d'années avant. Sinon, environ 200 ans avant, ben, c'était la conquête de Aegon, tu sais. Quand ça a eu lieu, cette conquête-là, d'ailleurs, The Reach a été particulièrement touché. Il y a eu des familles complètes décimées, des centaines, des milliers de morts, des villages brûlés au complet. Euh, Ils sont à la limite de Dorne aussi, là. Dorne a été très touché aussi, là. Ça a été des milliers de morts. Euh, C'est effectivement aussi des incestueux. Ils se reproduisent entre frères et sœurs, ce qui est très mal vu partout ailleurs dans Westeros, mais eux, ils ont comme un passe-droit depuis qu'ils ont des dragons, finalement, là. Ça te donne un passe-droit sur bien des affaires. Oui, c'est des aliens aussi, dans le sens qu'ils viennent pas de Westeros. Ils viennent de Old Valyria. C'est un coin qu'on n'a pas beaucoup d'infos, mais en gros, ils pratiquaient une magie bizarre, des sacrifices humains, l'esclavage à grande échelle. Donc, il n'y avait rien de trippant à Old Valyria, finalement, là.
On voit dans House of the Dragon qu'ils respectent pas les Seven Gods non plus. Ils se marient selon des traditions valérianes si ça leur tente. Ils écoutent pas les Masters non plus. Puis oui, il y a un historique de roi fou, tu sais, cruel, sadique. Euh, C'est vraiment pas, c'est vraiment pas, quand tu regardes ça d'un point de vue externe, si cool que ça d'avoir des leaders Targaryen quand t'es une famille de petits nobles en région, disons. Et la phrase épique pour conclure sa dithyrambique critique. The only honorable thing a Targaryen can do for the realm is finish on his wife's tits. Mais bon, il y a eu des bons rois quand même aussi, là. Faut dire que les Targaryens, quand ils sont venus, ils ont unifié le royaume, tu sais. Fait qu'ils ont fait des alliances. Il y a eu beaucoup de guerres qui ont probablement pas eu lieu entre les Seven Kingdoms parce que finalement, ils étaient tous sous le joug d'un seul monarque, tu sais. Fait qu'au lieu d'avoir le premier royaume qui se bat avec le deuxième ou le troisième avec le quatrième, mais finalement, ils pouvaient plus se battre entre eux tant que ça. Ils étaient à la place soumis aux guerres que les Targaryens ils décidaient de faire, tu sais. Euh, Quand il parle un petit peu plus tard dans la conversation de la disparition des deux fils de Maekar, c'est comique parce que Raymond il décrit ses quatre fils, euh, Daeron, qui on a vu à l'auberge qui était sous, euh, qui est écrit comme Assot, Aerion, qui est juste vain and cruel. Le troisième, il est parti à la citadelle parce qu'il est inutile. Puis le quatrième, trois petits points. On saura jamais ce que Raymond lui reprochait au pauvre petit Egg, parce que justement, c'est au moment-là que Egg entre dans la tente pour nous emmener à la prochaine scène. Mais juste avant, tout ça, tout ce qu'on vient d'entendre est pas dans le livre, là. Raymond Fossoway, il est pas aussi critique, disons, des Targaryens. Euh, En ce moment-là, probablement que George avait pas mis les Targaryens aussi problématiques dans son histoire, là. Ça a été écrit il y a presque 35 ans ou 30 ans, ce roman-là. Euh, Mais c'est quand même intéressant, par exemple. Ça rajoute un point of view sur une house aurait qui est vraiment différent. Tu sais. Les familles sont de moins en moins pro-targaryennes à ce moment-là de l'histoire. Tu sais. Les Fossoway en particulier, comme je disais tantôt, c'est un point qui ont été très touchés. Fait que, tu sais, les rébellions des Blackfyre, là, il y a du monde qui sont pas pour les Targaryennes là-dedans, qui se ramassent finalement avec une autre famille de Targaryennes, mais ça, c'est un autre point, là. Euh, Ça nous laisse comprendre d'où venait l'esprit de rébellion qui a animé la rébellion, la révolte de Robert 100 ans plus tard, tu sais. Du monde comme Raymond Fossoway, il transmet sa haine probablement à ses enfants, puis lui, il se les fait transmettre par d'autres membres de sa famille aussi, tu sais. Veut pas, quand il raconte l'histoire de leur famille, de leur région, les Targaryens ne doivent pas toujours avoir des beaux rôles là-dedans. Ils ont un ressenti qui doit se créer, qui s'alimente de génération en génération, et ça finit par éclater, tu sais. Bon, dernière scène de l'épisode, mais non la moindre, la scène du grand reveal, qui commence avec le spectacle de marionnettes. Euh, Tyrion arrive pendant le spectacle, puis il voit dans le fond le dragon se faire tuer par Damsel. Le dragon perd dans le spectacle. Euh, il est clairement insécure, Aerion, finalement, là. D'où le surnom de Bright Flame qu'il se donne lui-même. D'ailleurs, il veut être un dragon, il veut être vu comme un dragon. Euh, Dans l'histoire, son armure au complet, il veut qu'elle ressemble à un dragon. Il s'attache beaucoup à l'image, là. Il se prend pour un dragon, tu sais. La phrase de Viserys, là, I'm the blood of the dragon, ben, la phrase de Viserys, c'est Daenerys, dans le fond, là. Viserys, le frère loser de Daenerys, là, dans la saison 1 de Game of Thrones, lui, il est probablement le parfait exemple de personne qui pense exactement ça, tu sais. Le parfait exemple de Targaryen problématique que Raymond Fossoway parlait à Dunk dans la scène juste avant. Le parfait exemple que Baelor sait que des small folk et des lords d'un peu partout à Westeros doivent entretenir à leur égard, puis qu'ils essayent de briser en allant à des événements comme ça, tu sais. Puis encore une fois, Arion va tout briser le travail qui est fait en 5 minutes en s'attaquant à une pauvre madame qui fait un spectacle de marionnettes.
Le spectacle, dans le fond, probablement que Arion prend ça comme un prétexte là, pour assouvir sa soif de violence. Pour lui, bon, le dragon tué, il est capable de justifier ça comme en disant que c'est de la propagande anti-Targaryen, là. Dans sa tête, les dragons devraient jamais perdre, même si de toute évidence, ils ont perdu parce qu'il en reste plus. Euh, il décide de casser les doigts de Tamzel pour plus qu'elle puisse jouer avec ses marionnettes. Dans les livres, c'est un peu plus clair, là. C'est des petites marionnettes conventionnelles, tu sais, bouger avec les doigts, tandis que là, c'est des belles grosses marionnettes, comme le théâtre de la Dame de cœur, si on veut, là, des belles grosses marionnettes énormes. Fait que, tu sais, veut pas, un ou deux doigts cassés, elle serait quand même capable de gérer son truc, mais bon, en gros, dans l'histoire, c'est pour ça qu'il casse les doigts. Aerion fait ça un peu de la même façon que Joffrey dans Game of Thrones saison 1 décide de couper les doigts ou couper la langue d'un chanteur, joueur de guitare, parce qu'il a chanté une chanson qui riait de son père, tu sais. C'est un petit peu le même concept, là. Dans sa tête, Arion, il est justifié de faire ça, un peu comme Jeffrey était justifié de faire ça dans sa tête à lui. Dunk arrive sur les lieux, il voit la situation, il voit Arion en train de casser un doigt au moins de Damsel. Il réfléchit pas vraiment, là, il va l'aider directement parce que lui, pour lui, c'est la chose à faire, là, dans le fond, là. Déjà, de un, il est en amour avec la fille. Et de deux, la chose chevaleresque à faire, la chose qu'un chevalier est supposé de faire, ben, c'est justement d'aider une damsel en détresse, tu sais. Fait que c'est ça qu'il s'en va faire aussitôt que ça se passe. Dans le livre, si je me souviens bien, ça se passe pas tout à fait de la même façon, dans le sens, oui, tout arrive à peu près de la même façon, mais au lieu que tout le monde soit tétanisé puis il bouge pas, les Force Away, si je me trompe pas, arrivent puis ils se portent au secours de Dunk, tu sais. Alors que là, Dunk est juste maîtrisé par les gardes du Targaryen, puis il s'enligne pour y casser les dents puis le tuer finalement. Euh, Personne, on dirait, a vraiment la chance prend la chance de stand-up, tu sais, de montrer de la compassion puis d'essayer d'aider la victime, tu sais. Même Arion a l'air complètement surpris de faire pourquoi tu irais aider cette personne-là, mourir pour aider une personne qui, de toute façon, si je décide, je vais la tuer quand même, tu sais. Parce qu'au bout du compte, Arion aurait pu tuer et Damsel et Duncan et n'importe qui se serait opposé sans aucun problème. Il aurait pu tout à fait gérer la situation comme il l'entend, puis emmener la justice, entre guillemets, à sa façon, sur tout le monde qui est là, puis tout le monde qui s'oppose à lui. Si c'était pas de Egg, Arion aurait clairement pu tuer plusieurs personnes ce soir-là, puis il n'y aurait pas eu jamais aucune conséquence pour lui réellement. Et l'épisode se finit avec Egg qui révèle son identité pour sauver Dunk. Il dit aux gardes Targaryen qui sont avec Arion, arrêtez de ce que vous faites, sinon mon père va en entendre parler. Fait que tout le monde est comme un peu en arrêt. Tout le monde arrête qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Arion est comme un peu surpris de voir son frère là. Il demande pourquoi tu t'es occupé de feu. Puis Egg de répondre justement parce que je veux pas être comme toi. Egg est complètement dégoûté de son frère, a choisi le côté de son vrai frère, disons, son frère honorable, Dunk, et rejette complètement son frère de sang, Arion, qu'il considère comme étant quelqu'un de tout à fait déshonorable comparé à quelqu'un de vrai, honorable, honnête, comme Dunk, qu'il fréquente depuis maintenant 3 épisodes. Musique, encore une fois, très intense. Drum cut sur les faces de tous les personnages qui sont là. Et voilà, c'est l'entracte de la pièce de théâtre. Quand même spécial le choix de musique, encore une fois, là, mais tellement bon, par exemple, j'ai adoré la scène. Comment vous avez trouvé ça, vous autres? J'aimerais ça entendre votre avis. Laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. De mon point de vue, il y a quelques nouvelles scènes. C'était pas nécessairement si importante que ça de mettre dans cet épisode-là. Tu sais, il y a plusieurs nouvelles discussions, des nouveaux échanges qui étaient pas dans le livre, mais qui sont tellement bonnes, par exemple. Ça rajoute une couche aux personnages, ça les approfondit un peu. Il y a la scène, par exemple, qui parle de truquer le tournoi. Tu sais, oui, c'est
c'est pas dans les livres, tu sais. Mais ça rajoute un petit peu un doute de plus, tu sais, pour Dunk. Dunk, il sait qu'il est honnête, mais tu sais, il sait maintenant qu'il est dans cette situation difficile-là. On le voit réfléchir à ça. C'est intéressant. C'est 3 minutes de plus. Ça nous en amène un petit peu plus. J'ai rien à redire sur cette scène-là, entre autres. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé ça, parce qu'on sait que ça mènera probablement nulle part, tu sais. Mais bon, ça rajoute juste un petit quelque chose, tu sais. Il y a plusieurs petits ajouts qui parlent justement en surface de la rébellion des Blackfire, que je pense que George aurait fait par lui-même s'il avait déjà écrit cette partie-là du lore, tu sais, cette partie-là de l'histoire, si elle aurait été présente au moment qu'il a écrit euh, le Edge Knight, il y a à peu près 30 ans, mais je pense qu'il l'aurait fait. Là, à cette heure, son univers a été enrichi par une dizaine de saisons de télévision, presque autant de livres, des romans, des livres d'histoire. C'est juste censé de faire les liens avec ça, là, ça rend juste l'univers encore plus meilleur, puis le tout encore plus riche. Les scènes entre Dunk et Egg, c'est bien écrit. Ça les rend les deux plus attachants. Je suis déjà attaché à eux autres deux. Ça fait juste 3 épisodes d'une demi-heure qu'on voit, tu sais. C'est une belle relation qu'ils bâtissent. Ils ajoutent un petit peu de trucs autour de la base du novella qu'on a, mais c'est juste parfait. Les petites scènes de vie tranquilles qu'on voit d'eux, les petits gags qui se lancent un l'autre, le fait qu'ils se fassent à manger, qu'ils apprennent à coudre, tous ces petits détails-là qu'ils rajoutent, ça fait juste rendre les personnages encore plus attachants, tu sais. La discussion qu'ils ont sur la colline à un moment donné, où est-ce que Egg il dit à Dunk qui espère être un guerrier, tu sais. Il espère être capable de faire ses preuves, de montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Euh, Avec le recul, on sait que Egg il va devenir roi, tu sais. Aegon the Unlikely, oui, il était pas likely de devenir un roi, mais il est devenu roi pareil. Euh, c'est drôle aussi, ils ont rajouté justement le petit, dans l'épisode 2, You're a likely lad. Dans le sens que oui, 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 c'est vrai, ça se peut, tu sais, t'es likely mon Egg, ça va bien aller. Ouais. On sait qu'il va non seulement être un guerrier, mais on sait aussi qu'il va passer much of his reign in armor, dans le sens qu'il va, la plus grosse partie de son règne, il va la passer à être obligé de se battre, tu sais. Donc lui qui espérait se battre, mais finalement il va passer toute sa vie à combattre des rébellions, euh, trois ou quatre autres rébellions des Blackfire qui s'en viennent. Il va être un bon roi, on le sait, il va être aimé par les small folk. Mais en étant aimé des small folk, par contre, il va se faire beaucoup d'ennemis, des lords, des seigneurs qui aiment pas les réformes que Egg veut implanter dans le royaume, tu sais. Ça fait pas leur affaire à eux, tu sais. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Egg, il y a beaucoup de monde qui voulait pas qu'il devienne roi, là. À force d'avoir vécu avec les small folk, euh, il comprend leur vie, tu sais, il comprend leur enjeu. Il veut leur donner des droits, il veut les protéger, puis ça, justement, ça fait pas l'affaire des lords. Puis les lords, ils savent que si lui devient roi, ben, ça va être problématique pour eux, tu sais. Autant jeune, Egg, il voulait avoir la chance de se battre, il veut avoir la chance de montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire, tu sais. Mais dans sa vie, probablement qu'il y a un moment donné où est-ce qu'il s'est dit qu'il était tanné de toujours être obligé de se battre, de toujours être obligé de forcer ces réformes qu'il veut faire au monde autour de lui, tu sais. Une vie au complet de roi à se battre partout, ça aurait été parfait pour Robert Baratheon. C'est ça qu'il aurait demandé, c'est ça qu'il aurait voulu faire, mais finalement, c'est Egg qui a été obligé de faire ça, celui qui voulait justement ne pas faire ça, tu sais. La scène avec la voyante, vraiment, bon, tu vas être roi, ben oui, c'est clair, on le sait qu'il va être roi. La suite, par exemple, oh my God, all who know you shall rejoice in your dying. Ça, c'est juste fou, là, parce que bon, on sait très peu de choses de la vie de Egg après le troisième novella, tu sais. Dans le livre The History of Westeros, il y a beaucoup d'informations, oui, mais pas tant que ça non plus quand tu regardes ça froidement, là, tu sais.
il y a comme quelques pages, puis c'est à peu près ça, tu sais. Alors que Fire and Blood, il y a beaucoup de détails quand même qui parlent des règnes des autres rois avant. Il reste beaucoup de stock que George devrait écrire, mais qu'il est pas en train d'écrire probablement, là. Euh, j'ai l'intention d'ailleurs de faire un épisode du podcast qui va parler du règne de Maekar et de Aegon, parce que je pense que ça va être intéressant. Après le sixième épisode, probablement la fin de la saison, on sait qu'avec l'âge en vieillissant, Egg, il rêve au retour des dragons. Il commence à faire des rêves, à avoir des visions, comme son grand frère avait, tu sais. Euh, on sait que en voyant ça, il s'est demandé lui-même si c'était pas pour lui le rêve. Tu sais. À vrai dire, ils ont toute l'air quand ils rêvent, quand ils ont des visions, à penser que c'est eux que ça inclut, tu sais. Mais nous, on se doute bien que c'est probablement les retours des dragons de Daenerys qu'il a vu, tu sais. Mais lui, il se disait, si je pouvais faire éclore les œufs qui nous restent, ça réglerait tous mes problèmes. Si Egg avait des dragons, les petits lords un peu partout à Westeros, ils oseraient plus se rebeller contre lui, tu sais. Ces réformes, il serait capable de les faire sans se soucier des volontés des lords qui veulent protéger les petits linges qui ont déjà, tu sais. Bon, s'il nous manque beaucoup de choses sur sa vie, de Egg, le vrai mystère, par exemple, c'est vraiment sa mort. Là, on a juste des spéculations, tu sais. On a quelques indices déjà. On se doute que, on se doute que Egg, il faisait peut-être des sacrifices humains à ce moment-là, tu sais. D'une certaine façon, il serait capable de justifier ça. Tu sais, c'est quoi la mort d'un membre de sa famille si ça peut emmener la paix pour une centaine d'années dans le royaume, tu sais? Mais bon, les sacrifices humains, c'est quand même une business un peu sale, là, disons, là. Déjà, on sait pas, c'était-tu des membres de sa famille qui étaient inclus là-dedans? Est-ce que c'est un sacrifice qu'il voulait faire lui-même, se sacrifier? Est-ce que c'est comme ça qu'il est mort? On le sait pas, tu sais. Il y a une théorie qui veut que lui et Dunk, finalement, sont pas morts, sont partis vivre une petite vie ensemble, heureux à Essos, tu sais. À faire du edging de night, si on veut, quelque part dans la campagne. Ça serait beau, tu sais, ça serait une belle fin, mais disons qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui croit à ça, là. Comme on dit, ça finit pas bien la plupart du temps dans A Song of Ice and Fire. C'est peut-être la fin qui attend Egg. C'est peut-être quelque chose d'un peu moins le fun, là, tu sais. C'est probablement quelque chose qui ressemblerait à la folie, à force d'avoir des visions, de pas être capable de les réaliser. Le retour des dragons, il rêve à ça toutes les nuits. La prophétie aussi qu'il a entendue jeune, qu'on a vu dans cet épisode-là, tu sais, qui dit tout le monde autour de toi vont être content que tu meurs. Ben, veut pas, il doit pas l'oublier. Tu sais, c'est le genre de truc que tu te souviens quand tu deviens roi, que t'approches de la mort. C'est le genre d'affaire que tu dois pas être capable de t'enlever de la tête, tu sais. Euh, en essayant de faire revenir les dragons, y a-tu sacrifié des membres de sa famille avec le Wildfire? C'est pas trop clair. Est-ce que quand il était roi, sa famille, en le voyant sacrifier des membres de leur groupe, est-ce qu'il avait hâte que lui-même il meure? Ça se peut aussi, tu sais. Probablement que les membres de sa famille ne pouvaient pas faire grand-chose. Si le roi décide qu'il sacrifie des membres de sa famille à lui, il décide qu'il sacrifie des enfants, des petits-enfants, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent faire facilement, tu sais, à part essayer de l'assassiner. Euh, pour ramener les dragons à la vie, sa famille est probablement soulagée si lui, finalement, il décide que la façon de faire, ça va être de se suicider de lui-même. C'est peut-être ça qu'elle voulait dire dans la prophétie. Tu sais. Si Egg, après avoir essayé de sacrifier un petit-fils, une petite fille, un fils peut-être, une fille, il se rend compte que c'est lui-même qu'il faut qu'il se sacrifie pour le faire, les membres de sa famille seraient probablement soulagés, puis heureux, entre guillemets, de le voir lui-même marcher dans le feu, dans le wildfire, pour se sacrifier en essayant de reviver des dragons. Mais c'est ça qui est arrivé? C'est-tu pas ça qui est arrivé? On le sait pas. On va peut-être le savoir un jour, ça serait le genre d'affaire qui serait le fun à voir. C'est peut-être juste aussi que le monde se sont réjouis dans la mort de Egg parce que sa mort a donné à être en même temps que la naissance de Rhaegar. Tu sais. Ça, c'est pas clair non plus, là.
Rhaegar, ça se trouve être le grand frère de Daenerys, pas Viserys le loser, là. Rhaegar, c'est lui qui était cool. Lui que Robert Baratheon aurait tué à la bataille du Trident. C'est-tu juste ça, finalement? C'est-tu juste ça qui faisait en sorte que sa famille était heureuse? Ça, c'est pas clair. Une critique qui revient souvent, ce qu'on entend à tous les épisodes, c'est que 30 minutes, c'est court. Bon, oui, effectivement, 30 minutes, c'est court, mais chaque épisode est comme son petit chapitre, finalement, tu sais. C'est bien coupé, ça marche. Moi, pour les fans, je trouve que les fans sont durs en général, là. Euh, bon, je comprends. Moi, je suis là-dedans toute la semaine. Je prépare le podcast. Fait que je sors pas vraiment d'univers. Je comprends que 30 minutes d'épisode, puis attendre 7 jours pour avoir un autre 30 minutes, c'est dur satisfaire le client, tu sais. C'est dur embarquer dans l'univers à ce rythme-là. Je le comprends tout à fait. Je pense que ça va super bien se binger, par exemple, dans le futur, quand la saison va être finie. C'est vraiment la critique qui revient toujours sur les forums, là, en commentaire. Je trouve ça plate, là. Je pense que le monde devrait passer par-dessus ça, apprécier ce qu'on a pour qu'est-ce qu'on a. Je trouve que les créateurs livrent un bon fini. C'est vraiment une belle job. Les épisodes sont bien montés, les décors sont beaux, les acteurs sont bons. Je trouve que c'est parfait pour de vrai. L'adaptation est bonne. Je me demandais comment ils allaient faire la scène de Arion puis Damsel, puis pour de vrai, je suis satisfait. Ils suivent bien la ligne de l'histoire du novella. C'est des petites modifications, mais pas grand-chose. C'est pas lourd. Ça sent pas comme étant du feeling, tu sais. C'est bien enrichi, ça regarde vraiment quand même pas pire. Et j'ai vraiment hâte au prochain épisode qui est supposé sortir dans la nuit de vendredi à samedi, exceptionnellement à cause du Super Bowl. Donc, on se reparle la semaine prochaine. C'était Game of Thrones Québec. On sait qu'à Westeros, les histoires finissent rarement bien. Et si vous êtes rendu jusque-là, vous êtes des vrais fans.